Bien, rebonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer. On a passé les 5 minutes lyonnaises. Mon nom est Maxence Cossalter. J'aurai le plaisir d'être votre animateur pour cette table ronde qui est donc intitulée Hydroélectricité, atouts et rôle d'une filière qui ne cesse d'innover. Alors peut-être en propos introductif, ces quelques mots. Il faut savoir que l'hydroélectricité représente 13 à 14% du mix énergétique en France, au carrefour de 3 enjeux majeurs, énergétique, économique et territorial. C'est une filière clé pour la transition vers une économie décarbonée. Elle est pourtant souvent oubliée et considérée pourtant comme mature. L'hydroélectricité ne cesse d'innover et c'est ce que nous allons découvrir. Et donc pour ce faire, je vous demande de bien vouloir accueillir nos intervenants. Du coup, je vous présente Daniel Novara. Vous êtes CEO de Easy Hydro. Bonjour Daniel. Alors je précise, vous êtes italien. Donc voilà, on vous pardonnera si vous switchez de l'anglais au français pour qu'on puisse vous comprendre, mais je gage que tout le monde est bilingue ici, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je pense que vous pourrez comprendre. À vos côtés, Benjamin Graff, vous êtes responsable Open Innovation à la CNR, donc j'ai perdu l'intitulé, Compagnie nationale du Rhône, effectivement, merci. Et à vos côtés, donc Jean-Christophe Rigaud, vous êtes directeur innovation chez EDF Hydro. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Alors, ce que je vous propose peut-être pour commencer par la question de la problématique qui nous anime, c'est quels sont les atouts de l'hydroélectricité de votre point de vue. Donc je vous propose de commencer par vous, Jean-Christophe. Normalement, ils sont allumés. Et c'est le technicien qui s'en occupe. C'est tout bon, ouais. Ok, merci. Donc les atouts de l'hydroélectricité. Les atouts de l'hydroélectricité sont vraiment nombreux. Donc bien sûr, les atouts de l'électricité, c'est une énergie renouvelable, donc bas carbone, stockable, flexible. Bien sûr, ce n'est pas qu'une seule énergie électrique. Il y a énormément d'autour de multi-usages. Donc c'est aussi un vecteur pour le tourisme, l'irrigation. Et puis tout ce qui est bien sûr, tout ce qui va autour, tous les écosystèmes qui vont autour, au niveau écologie. Alors, ce qu'on disait effectivement par rapport au titre, c'est que c'est une énergie, en fait, c'est la plus ancienne des énergies renouvelables. On l'oublie souvent. On parle souvent des nouvelles énergies renouvelables qui sont l'éolien et le photovoltaïque, mais l'hydroélectricité est là depuis plusieurs siècles. En tout cas, nous, on a des aménagements qui ont déjà 120 ans à EDF. Et donc, c'est une énergie qui fait partie du territoire, qui est là, visible, et les gens n'y pensent plus. Et un peu le parent pauvre des financements ou de la mise en valeur, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y avait le directeur de l'IEA qui disait en 2021, c'est le géant oublié de l'énergie décarbonée. Et pourtant, c'est là. Et c'est quelque part aussi la mère, la grande dame, la mère des énergies renouvelables, puisque elle permet aussi cette énergie par des phénomènes de stockage, des stations de transfert d'énergie par pompage notamment, en fait d'améliorer la pénétration des nouveaux énergies renouvelables intermittentes au niveau du réseau. Voilà. Et puis bien sûr derrière il y a un fort potentiel d'innovation, mais on en parlera tout à l'heure. Alors Benjamin, est-ce que Jean-Christophe a oublié quelque chose, mais point de vue CNR, est-ce que les atouts... Oui, point de vue CNR, moi ce que je dirais c'est que l'hydro c'est un peu le couteau suisse des autres énergies renouvelables. J'aime bien cette expression parce que finalement avec l'hydro on fait de la base, on fait du pic, on décale de l'énergie on gère les creux et les bosses. Alors à CNR on n'a pas de step mais on a du fil de l'eau, donc ce qui nous permet de faire de la base. On arrive à moduler pour décaler des heures pleines aux heures creuses. C'est aussi l'énergie qui permet d'absorber les fluctuations des autres énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque. Effectivement, il y a le multi-usage. J'aurais rajouté la navigation parce que pour CNR, c'est l'un des usages très importants du fleuve. Et puis, bien sûr, il y a tous les usages environnementaux comme passer les poissons, gérer les sédiments. Et aujourd'hui, tout ça, on sait le faire avec l'hydro. On a beaucoup évolué depuis les débuts, donc forcément on sait gérer tout ça. Et oui, moi je trouve que cette expression de se dire que c'est un peu le couteau suisse des énergies renouvelables, elle vient à la fois en premier et en appui du développement des autres énergies. Alors justement, on va y revenir. Alors Daniel, juste pour préciser, en fait chez Easy Hydro, ce que vous faites, ce sont des systèmes hydroélectriques à plus petite échelle notamment pour les industriels. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Jean-Christophe, est-ce que vous avez besoin de beaucoup communiquer sur les avantages et les atouts de l'hydroélectricité auprès de vos clients ou pas? Ou est-ce qu'eux ont déjà conscience de l'importance et des atouts? Oui, merci. Comme
Isiadre, on travaille beaucoup sur la complémentarité de l'hydroélectricité avec des autres usages de l'eau. Donc, on travaille avec des industries qui utilisent beaucoup d'eau, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas additionné de production d'hydroélectricité, comme l'industrie minière, le traitement d'eau ou des autres industries qui sont de gros circuits de refroidissement. Donc, je crois qu'il est très important de considérer la ressource que l'eau, pas seulement dans un unique point de vue, mais aussi avec une multitude d'usages qui peut être entre. Si vous voulez parler anglais, n'hésitez pas. Si vous voulez parler anglais. Non, c'est okay. Seulement avec l'hydroélectricité en général, je voudrais aussi additionner que c'est aussi une excellence européenne. Il y a une très grande filière en Europe de bureaux de dessin et des ateliers de production. Donc, il est très, très important dans tout le monde. Ok. Merci pour ces compléments, ça nous permet effectivement de situer. Alors du coup, la deuxième étape, juste une question transitoire, c'est que pourquoi est-ce que justement l'hydroélectricité, alors peut-être vous Benjamin, est moins mise en lumière que les autres. En fait, on échangeait juste avant de commencer cette table ronde. De votre point de vue, pourquoi ? Parce que c'est son ancienneté, on l'a oublié, c'est d'autres raisons ? Oui, plus ancienne. Et puis, CNR par exemple, on a commencé la mise en service de nos premiers aménagements en 1948 jusqu'en 86. Et après, sur le Rhône, finalement, de 86 à aujourd'hui, on n'a rien mis en service. Donc effectivement, il y a moins d'actualité, on va dire. Je parle du Rhône en particulier et des activités de CNR. Il y a moins d'activités autour de l'hydro, même si on en fait encore, parce qu'il y a des gros projets de réhabilitation, de maintenance, d'amélioration des actifs. Mais le gros du travail, quelque part, le gros des aménagements, il a été fait pour nous après la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, il y a moins de choses visibles. Je peux vous dire qu'il y a certains aménagements, quand ils ont été construits, on en a beaucoup parlé. Génitia en 48, juste après la Seconde Guerre mondiale, forcément, c'était un chantier qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Forcément, on en parlait. Et puis la mise en eau d'Onzère-Mondragon, c'était un immense chantier sur la vallée du Rhône. Donc dans les années 50, c'était des gros enjeux et on en parlait. Mais effectivement, les générations filent et puis 70 ans plus tard, on est passé un peu à autre chose. Et il n'y a plus, en France en particulier, il n'y a plus de grands chantiers. Il y a eu la vallée de la Romanche chez EDF, mais récemment, il n'y a plus de grands chantiers. Il y a des petits chantiers, des petites centrales hydroélectriques, mais qui n'ont pas la même portée sur le territoire que les grands aménagements qui ont été conçus auparavant. Et puis la techno est mature quelque part. C'est plus une techno en plein boom. Alors il y a encore des évolutions, on le voit avec Daniel sur d'autres créneaux, mais les technos que nous gros industriels on utilise, elles sont matures et les évolutions elles parlent pas non plus au grand public. Et alors justement, ça me fait une transition parfaite. Du point de vue technologique, est-ce qu'on peut encore innover, parce que comme on l'a dit, l'hydroélectricité est une technologie, ou du moins une forme de fourniture d'énergie assez ancienne. La technologie est mature. Est-ce qu'on peut encore innover d'un point de vue technologique, Jean-Christophe ? Alors oui, bien sûr, on peut encore innover, et pas mal innover. Donc voilà, comme disait Benjamin, la technologie hydroélectricité, effectivement, hydraulique est mature dans son ensemble, mais il y a toujours des améliorations que l'on peut faire. Donc au niveau notamment de la performance des turbines, où on gagne en rendement, donc on produit plus avec moins d'eau. On a aussi tous des systèmes, notamment sur les stations de transfert d'énergie par pompage, puisqu'on a, nous, 5000 mégawatts de stations de stockage en France, au service du maintien du réseau. C'est quand même pas rien. Et d'ailleurs, dans le monde, je voulais le noter, parce qu'on dit souvent l'énergie ne se stocke pas, etc. Et tout le monde se pense aux batteries lithium, etc. Alors oui, il y a des batteries lithium, il y a des choses, mais ça reste infinitésimal dans le monde en quantité de stockage. Et 95% de l'énergie stockée dans le monde et raccordée au réseau, c'est de l'eau en fait, c'est des steppes. Donc il faut bien avoir ça en tête. Souvent, les gens pensent batterie, voilà. Et puis il y a aussi toutes les technologies qui sont liées à l'innovation environnementale. On essaye de travailler de plus en plus sur des bétons bas carbone, par exemple,
donc moins impactant au niveau de la construction. On travaille aussi sur des turbines, concerne aussi la CNR, bien sûr, tout ce qui est fish friendly, hein, c'est-à-dire que certaines turbines maintenant peuvent faire passer des poissons à travers la turbine sans les blesser. Voilà, il y a toutes ces technologies. Et puis ensuite, il y a bien sûr aussi, la CNR aussi en a, et sur des cascades, nous on a ça sur le Rhin, où on a des systèmes numériques et digitaux qui sont de plus en plus sophistiqués pour optimiser la gestion de l'eau et donc toujours augmenter le rendement global et produire plus d'énergie avec moins d'eau. Et puis bien sûr, ce qui se développe énormément en ce moment, c'est tout ce qui est connexe à l'hydroélectricité, et notamment dû au réchauffement climatique, hein, mais pas seulement. Il y a bien sûr, on développe aussi du photovoltaïque flottant, hein, donc ça permet quelque part, c'est une technologie résiliente vis-à-vis du changement climatique, parce que qui dit changement climatique dit manque d'eau ou crue, et donc on développe des systèmes qui s'appellent water saver, si vous voulez. Donc tant qu'il y a du soleil, ma foi, on met du photovoltaïque flottant sur nos retenues et ça produit de l'énergie, et quelque part on stocke plus d'eau pour ensuite restituer plus de puissance lorsque la nuit, hein, ou lorsqu'on a besoin de pointe. On travaille aussi sur des projets de production d'hydrogène décarboné. Hein, vous savez, il y a effectivement le boom de l'hydrogène et bien sûr l'hydroélectricité d'une façon massive, et notamment sur le fil de l'eau ou sur, essentiellement sur le fil de l'eau, de l'énergie fatale en général hydroélectrique qui arrive parfois. L'idée, c'est de produire de l'hydrogène 100% décarboné avec cette hydroélectricité. Il y a aussi des stations de transfert d'énergie par pompage par eau de mer. Et donc, le bassin inférieur, c'est la mer. Et donc, on pompe l'eau salée sur une falaise, hein, notamment au Chili, notamment aux États-Unis, au Japon, Maroc. On a des sites sur lesquels on travaille. Et puis après, bon, il y a tout ce qui est effectivement hydrolienne, hein, que ce soit dans la mer ou dans les fleuves, qui peuvent, alors c'est plus des technologies de niche, mais qui peuvent parfois être intéressantes sur certains usages. Voilà. Et puis aussi, il faut qu'on soit malin, puisque comme je le disais, des fois il y a de manque d'eau, mais des fois il y a trop d'eau, vous le voyez, hein, il y a des crues qui étaient improbables, qui arrivent, et donc vous savez que les aménagements, ils sont conçus pour laisser passer les crues, et si les valeurs de crues changent, c'est ce qui se passe, et ben, en fait, il faut qu'on revoie nos aménagements, revoie les évacuateurs de crues. Donc on a sorti ce qui s'appelle des PKWR, des évacuateurs de crues touche à piano, disons, peu sophistiqués, qui permettent de passer plus de crues et pas endommager l'ouvrage ou faire des inondations. Voilà. Donc il y a vraiment une multitude de choses à faire en innovation dans l'hydroélectricité, il n'y a vraiment pas de problème. Daniel, justement, je vous vois opiner du chef, comme on dit chez nous. Est-ce que, alors vous, enfin Easy Hydro, vous n'êtes entre guillemets pas une société qui est de la taille de la CNR ou de EDF, mais vous innovez quand même. Est-ce que justement, vous innovez sur tous les fronts, sur toutes les sources d'innovation, ou est-ce que vous privilégiez vous une source d'innovation technologique? Généralement, on a décidé d'innover sur rendre les petites installations hydroélectriques plus rentables, baisser les coûts de l'installation. Traditionnellement, une turbine hydroélectrique est plus ou moins fait main, avec les projets, les dessins et la fabrication selon les caractéristiques du site. En revers, on a décidé de travailler avec des unités standardisées. Donc, tous les parts de l'installation, la turbine, l'alternateur, sont disponibles en stock. Ils sont choisis et assemblés selon les spécifications, le débit et la chute que l'on peut travailler avec. Donc, on a décidé d'amener un peu de standardisation dans un produit qui, jusqu'à maintenant, a été traditionnellement fait main. Mais du coup, comme disait Jean-Christophe, on peut améliorer ou innover sur le rendement énergétique, donc sur la turbine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment on peut innover sur une turbine? Parce que bon, je vais me faire provocateur, et puis moi je ne suis pas un expert, mais c'est quoi une turbine? C'est voilà, une turbine, une fois qu'elle marche bien, comment est-ce qu'on peut l'innover sur une turbine? Selon ma expérience, c'est aussi une innovation de rendre quelque chose moins cher, rendre quelque chose moins
un petit peu moins effective que les technologies habituelles, mais très moins cher. C'est déjà une innovation pour rendre rentables les petites installations. Généralement, en Europe, beaucoup de potentiel pour construire les grands barrages est déjà exploité. Donc, on doit travailler avec des petites centrales ou des centrales à fil d'eau ou de la récupération d'électricité par des réseaux d'eau existants. Et donc, on va travailler avec des petites puissances pas comparables à les grandes centrales qui existent déjà. Et donc, dans cette petite taille d'hydroélectricité, une réduction des coûts et une simplification peut-être est déjà une innovation, je crois. Eh ben alors justement, je ne sais pas si vous avez l'information, et je sais que c'est lié, on va dire, aux spécificités de l'installation, mais est-ce que vous avez une moyenne d'ordre de prix pour faire une installation hydroélectrique et le retour sur investissement? C'est à peu près quoi? Il peut être quelques milliers, milliers, oui. Quelques milliers d'euros per kilowatt. Ça dépend de la taille, mais peut-être pour entre 1000 et 2000 euros per kilowatt pour des installations plus grandes que 50 kilowatts. Mais bien sûr, il va être un peu plus cher pour les plus petites installations s'il doit travailler avec 1 kilowatt ou 4 kilowatts. Oui, Jean-Christophe, je vais juste rajouter, effectivement. Alors nous, on dit, effectivement, c'est dans ces ratios, c'est 1 milliard, 1000 mégawatts, en gros, mais ça dépend vraiment de la configuration du site, hein, bien sûr. Si c'est du fil de l'eau, c'est des gros débits, faible chute, donc il y aura un gros prix sur les machines et peu en barrage, finalement. Et après, si c'est des hautes chutes, il y aura, ça dépend de la configuration géologique, la hauteur du barrage, etc. Mais c'est des fourchettes de prix, effectivement. Ouais. C'est vraiment personnalisé en fonction du... Ouais. Mais aussi, il y a une très importante contribution de l'infrastructure existante. S'il y a déjà des barrages ou des tuyères, toute l'installation va être très, très moins chère. Alors justement, Benjamin, dans les autres défis autres que technologiques, justement, qu'est-ce qu'il y aurait comme potentielle source, on va dire, de développement? Alors, quand on avait préparé, vous m'avez parlé, en fait, le fait de rénover l'existant. Parce que c'est vrai que la CNR, vous m'expliquez que le Rhône est déjà très optimisé, donc on ne va pas construire de grosses infrastructures et de gros nouveaux projets, mais qu'il y a cet enjeu, ce défi, justement, de renouveler l'existant. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors oui, mais renouveler l'existant, je dirais, c'est pas que CNR encore une fois, hein, c'est nous, nos actifs entre 48 et 86 pour la mise en service. Donc vous voyez, on a des aménagements qui approchent des 70 ans et qui vont déjà sur leurs 80. Donc on comprend bien que la turbine qui a été mise en service il y a 50, 60, 70 ans, aujourd'hui, elle tourne encore, mais effectivement, si on la réhabilite, on peut la réhabiliter avec des technologies qui sont plus du jour et forcément gagner un petit peu en efficacité, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure. Donc oui, il y a un petit potentiel à aller chercher là. Pour envisager de réhabiliter, il faut avoir en tant qu'industriel de la visibilité. Cette visibilité, nous, à CNR, on a la chance de l'avoir, je dirais, puisqu'on a obtenu au 1er mars de cette année la prolongation de notre concession jusqu'à fin décembre 2041. Donc on s'en réjouit, bien sûr, et on a tout un programme de travaux, de réhabilitation qui va pouvoir, et de nouveaux développements qui va pouvoir s'enclencher. Mais c'est vrai que pour les autres hydroélectriciens en France, tant que le sujet des concessions, quelque part, n'avance pas et n'est pas réglé, c'est compliqué de se projeter et de se dire finalement, en fait, on a déjà tout sur place. Il faudrait juste avoir un petit peu de visibilité pour aller chercher quelques pourcents supplémentaires. Et ces quelques pourcents supplémentaires, ils sont quand même très intéressants. Alors on y travaille nous parce qu'on vient de gagner en visibilité. On y travaille aussi parce qu'on se dit bien que on prend sur un aménagement comme celui de Bolène dans le sud de la France, on a 6 turbines Kaplan. Elles tournent depuis 70 ans. On se doute bien qu'au bout de 70 ans, elles ont chacune des comportements un petit peu différents. Et il y a peut-être aussi quelques points à aller chercher en termes d'efficacité et de rendement en se disant peut-être que telle turbine, elle gagnerait à être réutilisée un petit peu plus que telle autre, ou au contraire, sa colline de rendement a pu changer par rapport à sa voisine.
Donc on commence à se dire peut-être qu'il faut aller gratter aussi à ce niveau-là. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses, mais encore une fois, c'est pas très visible pour le grand public. C'est pas comme de déployer un parc éolien ou un parc photovoltaïque. Là, on est très dans le domaine industriel avec les constructeurs et sur des choses qui vont pas être forcément très faciles à connaître et visibles pour le grand public. Après, il y a un autre sujet aussi, je trouve, c'est bien valoriser la ressource. Nous, sur le Rhône, comme les autres, depuis janvier 2014, on a l'augmentation des débits réservés, c'est la loi. Ces débits réservés, en fait, on va s'en servir pour produire un petit peu d'énergie supplémentaire en installant des petites centrales hydroélectriques qui vont fonctionner également au fil de l'eau. Et puis qui vont permettre d'alimenter des passes à poissons là où il n'y en avait pas, parce qu'encore une fois, il y a 80 ans, c'était pas forcément les poissons, c'était pas l'urgence à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est normal qu'on s'y intéresse. Et voilà, on utilise un peu du débit réservé aussi pour refaire passer les poissons. Donc l'innovation, elle est là aussi. Comment est-ce qu'on optimise cette ressource en eau pour coordonner plusieurs usages finalement, y compris environnementaux. Alors juste pour le dernier point sur la rénovation de l'existant, j'imagine que, comme on l'a dit, justement, l'hydroélectricité, c'est un peu la mère qui a deux enfants turbulents qui sont le photovoltaïque et l'éolien. C'est ça, c'est bien retenu. Mais j'aime bien l'analogie. Mais du coup, la question, c'est que prévoir la rénovation de l'existant, changer une turbine par exemple, ou certaines pièces comme ça va, ça va influer sur l'équilibre énergétique justement. Donc ça se prévoit effectivement, et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est complexe à faire. Benjamin, et après. Oui, ça se planifie. Oui, c'est sûr que ça se planifie. Mais en fait, alors à CNR, on a une direction de gestion des actifs qui va effectivement anticiper les grosses opérations, qui va analyser l'état des actifs, la durée de vie restante des actifs, et qui va planifier les opérations de maintenance d'une part, et puis les grosses réhabilitations d'autre part. Et puis derrière, on a une direction de la maintenance qui prend le relais, et une direction de l'ingénierie qui appuie la maintenance. Mais effectivement, ce sont des plans à plusieurs années. Si on n'a pas de visibilité, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la maintenance courante et on se contente de maintenir l'actif dans le meilleur état possible pour répondre aux enjeux courants. Si on a de la visibilité, alors on se projette différemment. On est capable de planifier sur 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc dans ce cas-là, effectivement, alors tout le monde en bénéficie, l'industriel bien sûr, le réseau également, et puis tous les utilisateurs, parce qu'on va gagner quelques points, quelques mégawatts. Parfois c'est très significatif. Je suis pas électromécanicien, mais si on remplace une turbine, vous prenez une Ford T et puis une Tesla, vous voyez bien que les technos, elles ont évolué. Vous prenez une turbine qui a 80 ans, vous avez de la visibilité pour la remplacer, forcément, on va gagner en efficacité. Jean-Christophe, des compléments ou... Oui, alors effectivement, côté EDF, nous, on a 20 000 mégawatts à installer dans toute la France, 450 aménagements, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, ce que disait Benjamin, la difficulté actuellement, c'est l'histoire de visibilité sur les concessions qui bloque un peu tous les acteurs, que ce soit CNR, EDF, d'autres, qui bloquent le développement de cette énergie, en fait. Notamment depuis la mise en demeure de la France par l'Europe de l'ouverture de ses concessions. Donc ça fait 15 ans que ça dure, en gros, c'est compliqué, et donc ça paralyse un peu les projets de développement, on n'a pas de visibilité sur la réglementation, sur l'ouverture des concessions, donc c'est extrêmement compliqué, et ça fige un peu le développement d'hydroélectricité. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a aussi des réglementations de raccordement réseau, par exemple pour les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, alors qu'on a vraiment besoin de stocker de l'énergie d'une façon renouvelable. Il se trouve que la réglementation et les taxes appliquées sur les STEP en font, si vous voulez, un consommateur plutôt qu'un producteur, puisque ça consomme et ça produit, et on est taxé comme un gros consommateur. Et donc c'est des taxes énormes qui fait que l'économie des STEP en France, même si c'est génial, puisque ça pollue pas, c'est massif, etc., c'est chaud et ça permet de soutenir le réseau, mais d'un point de vue économique, c'est limite. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faudrait au niveau tarif, réglementaire, faire évoluer pour profiter de ce moyen écologique, fiable, qui dure un siècle, etc. Donc il y a des choses à vraiment faire évoluer. Et en plus, vous le savez, pour l'instant, la pointe, c'est effectivement les STEP, mais aussi les turbines à combustion, le gaz, le charbon. Et vous savez qu'on va petit à petit arrêter toutes ces installations. Donc il va bien falloir remplacer ces moyens de pointe.
Et pour remplacer ces moyens de pointe de façon écologique, c'est pas en mettant 100 mégawatts de batterie qu'on va résoudre le problème, c'est en mettant des gigawatts de STEP. Et donc les gigawatts de STEP, il faut les installer et il faut que la réglementation soit un peu plus flexible. L'économie des projets également. Et donc, peut-être vous l'avez lu ou pas, mais dans le rapport du RTE de prévision, un des scénarios, il fait quasi dans tous les scénarios d'ailleurs, il prévoit à minima 3000 mégawatts de STEP à construire d'ici 2050. Donc nous, on a des sites qui existent déjà, mais l'aspect aussi réglementaire, permitting, négociation, c'est très long, il faut du temps. Donc moi je dirais, pour favoriser ça, voilà, il faut remettre en valeur les intérêts de l'hydroélectricité et des stations de transfert d'énergie par pompage, il faut assouplir un peu la réglementation, revoir un peu éventuellement les financements pour pas financer que l'éolien et le photovoltaïque, c'est très bien, on n'a rien contre ça, mais il faut un peu parler de l'hydroélectricité, et c'est quand même une énergie, comme vous l'avez dit, c'est la mère du renouvelable, ça permet une meilleure pénétration de toutes les autres énergies renouvelables intermittentes, donc c'est quand même au cœur du réseau, au cœur du système électrique. Mais c'est intéressant parce que vous parlez du rapport RTE, il y a le rapport du GIEC qui est sorti dernièrement et qui montre encore plus que d'habitude l'urgence de réchauffement climatique, etc. et l'importance notamment de la transition énergétique. C'est une injonction quand même, c'est paradoxal le fait que l'Europe fasse une injonction à la France d'ouvrir la concurrence, donc de développer une logique économique, alors qu'il y a l'urgence climatique et l'importance écologique derrière. Oui, je prêche un convaincu. Alors, c'est un peu... Soit je donne mon avis personnel. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, c'est tout à fait paradoxal et je pense que un des premiers chantiers qui va être fait, on espère, parce que avec les présidentielles aussi, voilà, il y a eu encore plus entre les concessions et les présidentielles, il y a eu des statu quo sur ces sujets, donc c'est un peu compliqué. On espère que après les élections présidentielles, il devrait y avoir une réforme du système énergétique un petit peu en France, voilà, où il y a des articles qui sortent encore hier, etc. Donc on espère beaucoup de cette réforme de l'électricité pour libérer un peu plus ce type d'énergie, que ce soit pour la CNR, que ce soit pour EDF, pour que ce soit les autres acteurs, Petit Hydro, etc., sur le territoire, bien entendu. Benjamin, oui. Oui, non, je souris parce que comme Jean-Christophe, je me dis à titre personnel, est-ce que c'est le seul sujet sur lequel l'Europe peut avoir ces approches-là un peu difficiles à suivre parfois. Je suis pas sûr, mais oui, on a besoin effectivement de visibilité. Alors encore une fois, à CNR, on a la chance d'être prolongé, pas renouvelé. Ça, c'est important de bien faire la distinction. On est prolongé de 18 ans parce qu'en plus, on a une concession très particulière puisqu'on a l'hydroélectricité, la navigation et l'irrigation sur l'ensemble du linéaire. Et cette prolongation, en fait, elle s'accompagne d'un certain nombre on revoit notre contrat de concession avec l'État, donc il y a des contraintes supplémentaires, il y a des engagements sur des travaux. Donc on récupère des terrains qui étaient initialement à VNF ou concédés à d'autres, on les récupère dans notre domaine concédé. Donc voilà, ça s'accompagne d'un certain nombre de choses et c'est bien une prolongation et pas un renouvellement. Mais par contre, ce qu'il faut, pour la petite histoire, on en parle quand même depuis 2013 à CNR, avec l'État français, avec l'Europe, et ça n'aboutit que le 28 février 2022. Donc tous les autres qui se retrouvent en délai glissant, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est du temps de perdu quelque part. Et puis derrière, en fait, on est prolongé. Donc à partir d'aujourd'hui, il nous reste 20 ans, mais ça veut dire que dans 10 ans, il faudra recommencer à rediscuter avec l'État français et avec l'Union européenne. C'est compliqué. Alors Daniel, j'avoue que je ne sais pas comment ça marche en Italie. Par rapport à la France, c'est une concession aussi unique comme EDF vis-à-vis de l'État, ou est-ce que c'est ouvert à la concurrence la partie énergétique en Italie? N'est pas ma expertise, mais on travaille avec des gesteurs de centrales hydroélectriques qui ont le même problème en Italie avec la rénovation des concessions. Mais je ne sais pas tous les Je profitais que vous soyez là pour vous demander. Alors j'ai encore forcément plein de questions à vous poser, mais le temps file. Et comme j'aime souvent à dire, ce genre d'événement est avant tout fait pour vous. Donc ce que je vous propose, c'est éventuellement d'interagir avec nos intervenants. C'est bien, parce que d'habitude c'est un peu la galère. Alors du coup, je vais commencer par la droite et je vais aller vers la gauche. Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour David Levroy. Alors je rebondis sur la dernière question. Pour les concessions italiennes, un tiers est à renouveler en 2024, les 2 tiers restant en 2029. Ce sont des bons élèves européens.
Je ne pense pas que la France fasse la même chose. Ma question maintenant s'adresse à messieurs Graff et Rigaud, essentiellement. L'innovation, à mon sens, majeure de ces prochaines années dans l'ingénierie hydroélectrique, qui ne s'adressera pas forcément au marché français, elle viendra des nouvelles contraintes, et notamment bas carbone et résilience, sur les ouvrages. Ces 30 dernières années, les ingénieurs qui ont conçu les aménagements ont simplifié drastiquement les formes pour économiser le temps de construction, en gros, qui importait beaucoup dans le prix du kilowattheure final. On revient avec une contrainte carbone, si comme le souhaite la BEI par exemple, à 800 € la tonne de carbone, on revient à des conceptions où il faut économiser la matière et pas le temps. Ça veut dire revenir à des aménagements comme Roseland, des multivoûtes, et ça, on ne sait même plus le calculer, on ne sait plus le faire. Il faut revenir à ça, voir cette nouvelle contrainte comme une richesse incroyable pour notre ingénierie et pour l'innovation, à mon sens. Voilà. Merci. Du coup, je ne sais pas si c'était une question. Alors, je propose d'en prendre une autre et de faire un peu une. Oui, tout à fait. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu tout ce qui était bas carbone, béton bas carbone, mais donc il y a effectivement des procédés de ciment et béton bas carbone pour garder ça. Et puis bien sûr des formes et des volumes de matière à optimiser, bien sûr. Ouais, tout à fait. Oui, et c'est vrai que ça évolue. Ça évolue aussi dans les calculs, dans les modélisations numériques pour optimiser les formes. Ça évolue aussi dans les modèles physiques, encore une fois pour optimiser les formes. Et puis ça évoluera aussi si on a la chance ou l'opportunité de construire de nouveaux aménagements. Ça évoluera aussi dans les manières de construire. C'est-à-dire que peut-être que demain, la base vie, elle sera alimentée par un groupe électrogène à l'hydrogène, par exemple. Peut-être que demain, les camions qui interviendront, ils seront hydrogène ou ils seront électriques. Donc il y a tous ces schémas-là aussi qui sont des opportunités d'innover également dans les phases, dans toute la durée de vie de l'aménagement finalement. Aujourd'hui, l'aménagement de Bolène sur le Rhône, on ne va pas revoir les formes, on ne va pas enlever du béton. Mais un autre aménagement demain, oui, on va intégrer toutes les phases de la durée de vie, y compris conception, y compris chantier, et tous les sujets que tu as mentionnés. Merci. Monsieur, vous s'était posé une question ? Bonjour. Bonjour. Alors je suis Jean Digonnet, étudiant de l'INSA de Strasbourg. Merci pour toutes ces informations. J'avais une question concernant le réchauffement climatique et les conséquences que pourrait avoir le réchauffement climatique, notamment concernant la sécheresse et les crues. Est-ce que vous avez pu modéliser la production énergétique à horizon 2050 voire 2100 ? Alors, bien sûr, on a, quand on construit un aménagement hydroélectrique, on se base sur des données millénaires, sur plusieurs milliers d'années, en fait, avec des méthodes anciennes. Enfin, voilà. Et, en tout cas, on sait modéliser effectivement quel est, par exemple, le module de la rivière, les crues décennales, les crues millénaires, les crues centenaires, etc. Donc tout ça, on a des données. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, comme effectivement que le réchauffement climatique, ces données, en fait, se modifient de plus en plus vite. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure qu'il faut qu'on réévalue, par exemple, nos évacuateurs de crues. Et s'il y a moins d'eau, il faut trouver une autre solution, comme le PV flottant, par exemple. Voilà. Et bien sûr, on a bien sûr, forcément, en tant qu'ingénierie hydroélectrique d'EDF, bien sûr, on essaye de faire des provisions, des prévisions avec Météo France, avec d'autres organismes, avec le CEA, avec des instituts de recherche, le GIEC, bien sûr, où on regarde un peu quelles va être les grandes tendances dans les siècles à venir. Enfin, c'est compliqué à prévenir, mais on commence à quand même savoir des données. Et bien sûr, avec ces données, prévoir le pire ou le meilleur, pour pas que nos aménagements en fait soient en rupture ou débordent ou autre, etc. Soient optimisés en tout cas. Voilà, tout à fait. Oui, il y a des gros enjeux sur la ressource en eau, c'est clair. Il y a des gros enjeux aussi sur la saisonnalité des apports. Typiquement, il y a 20 ans, 30 ans, on avait la fusion nivale et puis un étiage estival. Et aujourd'hui, on peut avoir des hivers très secs. Voilà. Et puis on peut avoir des étés très humides. Et puis la fluctuation d'une année sur l'autre, c'est effectivement très variable. Alors il y a une tendance de fond qui se dégage sur une baisse des débits globalement.
Mais il peut y avoir aussi des variations saisonnières qui sont pas celles auxquelles on était habitué. Et en tant qu'exploitant, on doit aussi innover et s'adapter à cette nouvelle saisonnalité des apports. Et par exemple, sur la fin d'été, aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est de la fusion glaciaire. Donc en fait, on a des débits bizarrement qui sont soutenus fin août, début septembre, alors qu'il n'y a pas de précipitation. Mais c'est simplement la fusion des glaciers. Alors on la regarde passer, et puis celle-ci, on sait qu'on la reverra pas. Mais voilà, oui, on est obligé de suivre, d'anticiper au mieux. Après, l'eau, on peut pas la fabriquer, et nous, CNR, on peut pas la stocker. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est anticiper les tendances de fond pour se projeter sur les années à venir. Et puis, au quotidien, je dirais, optimiser au mieux l'eau qui est disponible. Et puis, attention, il y a aussi assurer tous les autres usages. Parce qu'en fait, il y a l'irrigation, il y a la navigation, il y a faire passer les poissons. Et puis, il y a aussi, en période de gros étiages, il y a assurer le refroidissement des centrales nucléaires. Et là, pour le coup, nous, on n'intervient pas sur le refroidissement, mais on intervient sur la propagation des débits. Et on se coordonne avec EDF qui va lâcher sur ces barrages réservoirs sur les affluents. Et nous, CNR, on assure la propagation dans les temps pour que l'eau soit disponible aux centrales nucléaires. Merci. Je me tourne vers Monsieur Comtet, je crois, vous souhaitez intervenir. Bonjour. Bonjour, Florent Comtet, je suis acheteur énergie. Et tout à l'heure, vous parliez de visibilité avec la prolongation des concessions. Et ma question, c'était au niveau des revenus. Comment vous vendez la production aujourd'hui? Est-ce que c'est au spot, en contrat à long terme? Et éventuellement, est-ce que vous êtes capable ou à même de faire des contrats long terme avec des industriels sur l'hydro? Alors, c'est pas hyper mon domaine, mais en gros, bien sûr, en hydroélectricité, on a plusieurs types de contrats. On a des contrats long terme, effectivement, sur plus jusqu'à, je crois, 5 ans, quelque chose comme ça, avec des tarifs, je dirais, régulés, qui sont négociés sur le marché de gros long terme. Et puis, on a de plus en plus, on travaille sur des solutions de flexibilité, sur des petits aménagements ou ce qu'on met au point des centrales virtuelles, en fait, où on combine, par exemple, vous imaginez comme une boîte noire, où dedans on met des petites centrales hydro, on met des batteries, des éoliennes, etc. Donc ça, c'est une boîte noire, et on essaye de répondre au mieux au marché à tout moment pour maximiser les revenus. Donc là, on est au spot, on est à l'instantané, et on est même sur du service système. Voilà. Donc on a vraiment tout type de marché, en fait. Alors, la réglementation permet aussi, pour des gros industriels, et on fait ça notamment sur le Rhin, là, il y a des côtés fil de l'eau, un peu comme CNR, mais on a sur le Rhin, où on peut faire des PPA, des Power Purchase Agreements, direct avec des gros industriels, à des tarifs négociés. Voilà, donc ça se fait aussi. Et puis on a une petite filiale Agrégio, qui s'occupe aussi, notamment, que vous devez connaître, qui s'occupe notamment de ça, de l'effacement, de l'optimisation de services système et du marché spot. Voilà. Donc c'est pas tout à fait mon domaine, mais en gros voilà, c'est ce qui se passe au niveau du marché. Benjamin ? Oui, pareil pour CNR. On est essentiellement sur le marché de gros avec des placements à horizon 1, 2, 3 ans. Et puis évidemment, on est sur le marché spot au jour le jour et sur aussi le marché des écarts. Et après, on peut discuter de corporate PPA avec des gros consommateurs, des électro-intensifs. On a aussi une filiale qui rachète 100% de son énergie à CNR et qui distribue derrière à des sociétés locales de distribution et qui couvre plutôt la Savoie, Haute-Savoie. Donc oui, on est capable d'intervenir sur l'ensemble des marchés. CNR, la particularité, c'est aujourd'hui, on se pose la question du marché de détail, mais si on y va au travers d'une filiale. On va pas, nous, gérer des comptes clients. On est globalement sur le marché de gros avec l'ouverture à la possibilité de négocier des PPA. Alors, on m'a soufflé dans l'oreillette qu'il nous restait 5 minutes. Comme on a commencé 5 minutes en retard, monsieur, vous voulez poser une question, et je vous propose de prendre 2 questions en même temps, comme ça on optimise. J'ai une question sur les steps. Sur les steps, en fait, et le coût de l'investissement par kilowattheure et le rendement énergétique. Juste, on va prendre la question de monsieur. Hop, comme ça on optimise. Bonjour. Bon, je vais essayer d'être succinct. Moi, je voulais juste parler des certificats d'électricité verte.
une étude de Carbone 4 avait montré que 98% en fait des certificats d'électricité verte allaient à l'hydroélectricité et pas au développement du solaire et l'éolien qui préféraient les subventions de l'État. Et donc ma question c'était quel regard vous avez vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est utile au secteur de l'hydroélectricité d'acheter des certificats d'électricité verte? Dans l'ordre, peut-être la question de monsieur. Oui, Jean-Christophe, vous vouliez répondre? Alors les steps, je dirais un peu la réponse j'ai faite tout à l'heure en fonction des coûts d'investissement. Ça va dépendre de la géologie, ça va dépendre du site, etc. Donc il y a quand même des fourchettes de marge assez importantes. Mais d'une façon générale, le rendement, il est entre... on va jusqu'à... ça dépend des installations, jusqu'à 80% de rendement à peu près. C'est-à-dire qu'une STEP reste un consommateur, donc de 20% de l'énergie pompée quelque part. Mais bien sûr, sur des conditions de marché, puisqu'on pompe sur de l'électricité, notamment la nuit, pas cher entre guillemets, et on essaie de revendre en pic. Bon, quand on empile les taxes, etc., encore une fois, le bénéfice n'est pas top non plus, mais comme je disais tout à l'heure, mais en gros, on compense cette perte de rendement, si vous voulez, par le service système rendu et voilà la différence de prix entre l'achat et la revente. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Et en termes d'investissement, c'est toujours pareil, ça dépend du site. On peut parler, c'est ce que je disais à peu près, mais vraiment ça dépend du site, ça dépend aussi du pays, parce que là, nous on a des projets un peu dans le monde entier. Mais un premier ordre de grandeur, c'est entre 1 milliard et 2 milliards pour 1000 mégawatts installés, quoi, à peu près, en fonction de la configuration, vraiment de la hauteur de chute, etc. Et sur la question des certificats d'électricité verte, je ne sais pas, intérêt pour l'hydroélectricité, pour son développement, oui, non? Je connais pas assez le sujet, je suis désolé, donc je préfère passer mon tour. Jean-Christophe? Ouais, je connais pas énormément non plus. Simplement, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est qu'effectivement, les certificats verts, c'est assez intéressant dans le sens. Alors nous, on est producteurs massifs, donc de toute façon, voilà. Mais en gros, les certificats verts, il y a toujours un débat qui fait que, puisque les certificats verts, comment ça se passe? On mesure toute l'énergie verte produite, que ce soit côté CNR ou côté EDF, et on essaye de vendre sous des formes de certificats verts la même quantité qui est produit. Donc c'est déphasé dans le temps parfois. Donc des fois on est sur des certificats verts, mais finalement peut-être qu'on consomme une autre énergie. Mais globalement sur l'année, on consomme de l'énergie renouvelable. Voilà. Après c'est vrai que c'est ce qu'on le disait tout à l'heure. Sauf sur la toute petite hydro, il y a des tarifs d'achat pour le photovoltaïque et l'éolien qui sont assez intéressants. C'est pour ça aussi qu'il y a eu un déploiement massif de l'éolien et du photovoltaïque. Et d'ailleurs, dans vos factures, que vous soyez à n'importe quel producteur, vous voyez une ligne qui indique combien vous payez, et c'est de plus en plus élevé pour financer ce développement d'énergie renouvelable. Et ce financement ne va pas à l'hydroélectricité. Donc en fait, il ne faut pas non plus que l'hydroélectricité soit pénalisée plusieurs fois. Voilà. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles, ce qu'on disait, une des meilleures choses à faire, c'est de remettre sur le devant de la scène une réglementation plus favorable au stockage, au développement d'hydroélectricité, pour les raisons dont on a parlé lors de cette table ronde. Eh bien, merci. Alors, c'est toujours frustrant en tant qu'animateur de devoir sabrer les débats, on va dire, mais voilà, le temps passe quand on parle de sujets passionnants avec des gens passionnés. En tout cas, un grand merci à nos intervenants pour cette table ronde. Merci pour votre présence. Merci à vous aussi pour d'être venus assister à ces échanges. Merci aussi à la technique parce qu'on les oublie souvent, mais sans eux, on n'est pas grand-chose et on ne les voit pas. Bonne journée à tous, bon salon et au plaisir de vous recroiser. Au revoir.